Il y a certaines personnes qui sont pas à même d'entendre. Ils veulent parler tout de suite d'autre chose. Enfin, ils sont là. Oh, j'ai fait un super bon gâteau au chocolat, tu veux goûter? Parce que les gens, ils veulent pas entendre ce genre d'histoire. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Chloé. Bonjour. Qui a tenu à venir faire cette vidéo pour parler d'un sujet un peu particulier mais qui mérite toute notre attention. Parce que justement, c'est pas parce qu'on en parle peu, voire pas du tout, qu'il ne faut jamais en parler. Et c'était justement sa volonté de venir le faire. Donc, trop cool de pouvoir avoir des personnes qui viennent témoigner de ce genre de choses, surtout qu'on se doute que c'est pas forcément évident. Alors Chloé, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Oui, je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans. Dans la vie, je suis infirmière. Mis à part ça, aujourd'hui, j'aimerais parler du coup du sujet de l'inceste. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est l'inceste? Parce que c'est peut-être un petit peu flou pour certaines personnes qui nous regardent. La définition de l'inceste, c'est quand même très large. Suivant qui travaille sur ce sujet-là, on peut avoir différentes notions et différentes définitions. Mais ce qui en ressort, c'est que on a du coup un rapport sexuel ou des agressions sexuelles non consenties par une personne de la famille ou en tout cas d'un cercle, on va dire, proche de l'enfant. D'accord, donc les amis des parents, ça peut rentrer dans la définition. Voilà. Selon qui fait l'étude, en fait. Exactement. Selon les études. Moi, je me base un peu sur le travail de Dorothée Ducy, ouais. qui est spécialisée dans la recherche sur les violences faites aux enfants. Et elle prend cette définition-là. Elle prend en tout cas les parents, les cousins, la famille éloignée, mais aussi les amis de parents ou en tout cas des gens qui sont proches dans le cercle familial, en tout cas de l'enfant. Et qui sont souvent présents, on va dire, dans la maison, dans la famille. C'est l'idée qu'en fait, l'enfant perçoit cette personne comme quelqu'un faisant partie du cercle digne de confiance, en fait. C'est ça. Ouais. C'est que ça pourrait être, que ce soit un ami du père ou un oncle, finalement, s'il est amené à le voir souvent, à être gardé par cette personne. Enfin, c'est quelqu'un en qui il est censé avoir confiance. C'est ça. Okay. Du coup, ça rentre dans les rapports incestueux, du coup. Ok. Parce que justement, je regardais les chiffres de la Civise qui disaient que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Donc, violences sexuelles, c'est pas nécessairement de l'inceste. Hein. Oui. Mais en ce qui concerne l'inceste, en fait, voilà, sur toutes les violences sexuelles subies par les enfants, dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. C'est vrai que c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Comme pour les femmes victimes d'agressions sexuelles, on imagine toujours le viol dans le parking souterrain. C'est ça, avec un inconnu. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, c'est un conjoint ou bien un ex ou bien un ami. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est pareil, quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'en parler. Bah oui. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Finalement, on se rend compte qu'au vu des chiffres, puis en plus, ces chiffres-là, ils sortent à peu près, je crois, tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Ils font des études quand même assez de manière régulière. Et en fait, ces chiffres-là, on se rend compte qu'on les connaît, en fait. Et sauf que c'est tellement quelque chose de tellement tabou, on met tout le temps des œillères, on ne veut pas en entendre parler, qu'on oublie ces chiffres, en fait. À chaque fois qu'il y a des nouvelles études qui sortent, on se dit « Oh, waouh, c'est énorme !» Mais en fait, il y a 10 ans, les chiffres étaient sortis, c'était les mêmes. Quand on le vit pas, on peut pas s'imaginer en fait que ce soit possible parce que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même une des pires choses qui puisse arriver à un enfant. Quand justement on est dans une famille dans laquelle ça n'arrive pas, on n'imagine pas en fait que ça puisse arriver. D'où l'importance justement d'écouter et d'être attentif à ces chiffres parce que dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Enfin, c'est énorme. Et je crois que c'était un enfant sur 10 était victime d'inceste. Ça représentait 3 élèves par classe, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on réfléchit comme ça, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi tu penses justement qu'il y a un tel silence autour de ce sujet-là? Parce que déjà, il y a des personnes incestées qui, malheureusement, se suicident. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas eu le droit à cette parole-là parce que soit ils sont décédés, soit ils sont tués par leur famille parce qu'ils sont encore en contact avec l'entourage et le système agresseur, on va dire. Parce qu'en fait, l'inceste, c'est pas uniquement la personne qui inceste, c'est pas uniquement l'agresseur et la victime. Ça rentre dans un cercle familial, c'est tellement intrinsèque que pour moi, c'est vraiment un système agresseur. Si par exemple l'agresseur, c'est le père, dans certaines familles, la mère va complètement nier l'enfant, ne va pas le croire aussi. Donc en fait, il y a tellement de... Oui, c'est toute la structure familiale en fait qui est impliquée en fait. Ouais, donc pour moi, c'est vraiment un système agresseur parce que dans certaines familles, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Et on ne le croit pas dès qu'il dit quelque chose, dès qu'il veut dénoncer quelque chose. Donc je pense que ce tabou-là est encore
très très présent, parce que je pense qu'on a beaucoup de mal parfois à croire les enfants. Il y a toujours une pensée de l'adulte peut-être derrière qui se dit c'est un enfant, peut-être qu'il a mal compris ce que l'adulte voulait dire ou voulait faire. Enfin, et dans ces cas-là, vraiment, en tant qu'enfant, on comprend très vite et on sait très bien que c'est pas normal. D'où l'importance de croire son enfant, oui. d'essayer de creuser un petit peu, oui. de se dire que ces mots-là, ils sortent pas de nulle part, quoi. Puis ils les inventent pas. Bah on peut pas inventer un truc pareil à cet âge-là. C'est ça. Avoir déjà ces mots-là en bouche. Le parent ou du moins la famille doit comprendre que c'est quand même pas normal. Alors pour revenir sur ton expérience, est-ce que toi tu t'es toujours souvenu de ce qui t'était arrivé? Est-ce que tu l'as toujours conscientisé dès que ça t'est arrivé? Puisque ça a commencé quand tu avais... moi quand j'avais 6 ans. D'accord. Et ça s'est terminé quand j'en avais 9-10. Non, j'ai pas toujours eu les souvenirs en tout cas qui sont revenus après au fur et à mesure. J'ai eu une grosse amnésie traumatique, donc pendant quand même beaucoup d'années, et je pense que ça m'a aussi sauvée et ça m'a beaucoup aidée aussi pendant un certain temps. Ouais, c'est la protection. C'est ça. Ça m'a permis de faire mes études correctement, d'avoir des relations aussi sociales avec les gens. Ça m'a permis d'avancer. Et après, j'ai eu des souvenirs qui sont revenus un peu par flash quand j'étais au lycée. Donc là, ça a été compliqué à gérer. Et c'était surtout dans mes rêves. Je faisais énormément de cauchemars. Et donc au début, on a beaucoup de mal à croire à tout ça. Parce qu'on se dit, non, c'est juste des cauchemars. Ça n'a pas pu se réaliser. Enfin, on remet très vite en question notre parole. Tout ce qu'on ressent aussi, même intérieurement, parce que ça chamboule énormément. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'après, on a les flashs en pleine journée, certaines odeurs. Et ça se précise, quoi. Exactement. Et donc, du coup, là, on se rend compte que, en fait, il s'est passé quelque chose. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, il y a tout son monde qui s'écroule parce que on se rend compte que c'est arrivé, en fait. Et on voulait pas y croire au début. Et quand on a pris conscience, donc t'étais au lycée, oui. Est-ce que tu en as tout de suite parlé ou est-ce que tu as passé des années à déjà essayer toi de prendre conscience de ça? Au tout début, j'ai voulu un peu le garder pour moi parce que j'avais du mal un peu à gérer avec cette appropriation-là je pense un peu aussi mon corps, mes pensées, et puis voir comment je gérais tout ça. Et après, j'ai commencé à en parler à mes amis de lycée. Mais à ce moment-là, entre guillemets, j'ai menti un peu parce que j'arrivais pas à donner le nom de mon agresseur. Donc j'ai dit que j'avais été agressée par un homme lambda quand j'ai été gardée chez ma nourrice. Et en fait, finalement, sur le coup, ça me faisait du bien du coup d'en parler. J'avais l'impression de me délaisser quand même de beaucoup de choses. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'aidait pas. Enfin, j'avais besoin de plus parler. Donc là, j'en ai reparlé à mes amis. Et là, j'ai dit toute la vérité. Donc j'ai dit que c'était quelqu'un de ma famille, que c'était, en tout cas pour moi, c'est mon frère. Et après, je me suis dit, il faut que je sois accompagnée. Donc là, j'ai vu des psychologues, mais de manière cachée. J'en ai pas du tout parlé à mes parents. Pour moi, c'était, je parlerai de l'inceste uniquement quand mes parents seront morts. Tu voulais les protéger Oui, puis j'avais pas envie qu'ils changent de regard sur moi. Parce que déjà, d'en parler à mes amis, j'avais peur aussi parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me voit comme la pauvre petite chose, qui est maintenant plus que marquée, incestée sur mon front et qu'on me voit plus que comme ça. Et du coup, j'avais pas envie aussi du coup de voir de la tristesse dans les yeux de mes parents. Enfin, j'avais pas l'énergie et j'étais pas capable de surmonter tout ça. Au début, au lycée, je voyais, on va dire de temps en temps, pas de manière très très régulière, mais de temps en temps une psychologue où je disais à mes parents que je partais au cinéma ou des choses comme ça ça faisait des sorties longues. Comme ça, je pouvais aller voir ma psy pendant une petite heure et puis après aller me balader pour un peu tu l'as fait prendre le temps. Et... T'as rapidement, parce que tu me dis que tu t'en es rendu compte au lycée, et quasiment directement tu t'es dit je vais aller consulter oui, on va dire une petite année après, j'ai commencé après à consulter. C'est quand même rapide, c'est bien. Les gens en général mettent du temps, voire ne font jamais de thérapie. Oui, c'est vrai. Donc surtout qu'au lycée, t'es quand même jeune, t'as eu la maturité de franchir le cap, quoi. Et ça t'a fait du bien? Oui, après je pense que ça a évolué, du coup ça me faisait du bien, donc je me rendais compte que la thérapie fonctionnait. Et donc du coup, au moment où je me rendais compte en fait que j'évoluais et que ça tendait vers le fait qu'il fallait que j'aille le dire à mes parents, là par contre j'ai arrêté le suivi psy. Ouais, d'accord. Là par contre c'était la limite que tu pouvais pas franchir. Ça me mettait vraiment très très mal et le simple fait d'aller voir ma psy et de me dire que encore une fois après une consultation avec elle se rendre compte que oui en fait là la solution c'est ça et que je le savais que ça allait me faire du bien. J'ai arrêté après le suivi parce que
j'étais pas capable à ce moment-là, en tout cas, de passer le cap. Alors, oui, la question, je précise que c'est Chloé qui a défini en amont les questions que j'allais lui poser, parce que j'étais un petit peu démunie, c'est vrai, face au sujet, donc je préférais qu'elle s'en charge. Comment et quand as-tu mis le mot inceste sur ce qui t'était arrivé? Du coup, le mot inceste, je l'ai mis très très tard, parce que, en fait, on n'en parle tellement pas, donc on ne connaît pas ce mot. On sait que c'est quelque chose de particulier, parce qu'on le ressent, et que quand j'ai commencé à me rendre compte, comme je le disais tout à l'heure au lycée, j'ai commencé après, du coup, j'ai fait des recherches sur Internet, mais du coup, je recherchais viol, agression sexuelle, femme, et donc du coup, je pouvais m'y retrouver un petit peu, mais j'arrivais pas à complètement me retrouver dedans. Ouais. Il manquait tout ce qui est du coup familial et en vrai il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai découvert un podcast, ça s'appelle Ou peut-être une nuit, et c'est Charlotte Pudolski qui gère Louis Média, qui a du coup créé tout ce podcast là sur l'inceste et qui parle du coup de l'histoire de sa mère qui a été incestée par son père. Et en fait là, quand les mots inceste sont sortis, je me suis dit ah oui, d'accord, c'est ça en fait. Et là, après, tout de suite, je me suis plongée dedans. J'ai cherché le mot, j'ai cherché des bouquins sur ça et je me suis beaucoup documentée du coup sur tout ce qui est inceste en général, en fait, enfin le gros de l'inceste. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me manquait. Ouais, donc le fait d'avoir le mot, ça a créé une sorte de déclic aussi. Oui, parce que du coup, avec les bouquins que j'avais achetés, le podcast, du coup, dedans, le podcast, par exemple, il y a beaucoup de témoignages de personnes de tout type en plus d'âge et dans qui je me suis vraiment reconnue aussi. Ouais. Et avec des comportements aussi qui sont dits anormaux ou des choses comme ça, et où je me sentais mal d'avoir ce type de comportement ou de ce type de pensée. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement moi, je me suis dit mais c'est tout ça qui me manquait en fait. Donc l'importance aussi des mots, justement, les gens qui disent souvent oui mais ça met dans les cases, ça enferme. C'est vrai que je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve qu'au contraire ça peut vraiment nous libérer, nous dire je ne suis pas seule, c'est arrivé à d'autres personnes et ça permet quand on fait des recherches aussi d'avoir des mots-clés sur lesquels... Parce que c'est vrai que je me sentais du coup très seule, puis même en cherchant, c'est un petit peu ringard, mais il n'y a pas beaucoup de blogs. De Skyblog. Il n'y a pas beaucoup d'articles, de témoignages ou même d'échanges avec des gens qui ont déjà vécu l'inceste qui existent. Comme tu disais tout à l'heure, souvent les victimes sont silenciées, n'osent pas parler, ont honte. Donc, voilà. Malheureusement, et moi, même moi compris, dans le sens, moi je voulais que ma famille, mes parents proches meurent avant qu'ils soient au courant, avant que je puisse parler. Même moi, je m'étais mise dans un silence déjà assez important, alors que j'ai quand même eu une place quand même à la parole dans ma famille. Et j'ai pas rencontré de blocage de parole non plus, de communication. C'est même moi toute seule où je me suis mise aussi dans ce silence-là. Et à quel moment c'est devenu facile pour toi d'en parler? Parce que t'es quand même une personne qui, aujourd'hui, c'est ce que tu me disais la dernière fois, et c'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît, tu m'en as parlé assez vite et on a l'impression, et de ce que tu me dis, que t'arrives à en parler facilement aujourd'hui. Tu en ris, t'es assez cru dans la façon dont t'en parles. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? En fait, je pense que déjà de base, j'aime en parler avec des gens au début que je ne connais pas trop, parce que je sais que je me dis, si jamais je la revois pas... Moi, j'étais vraiment la reine je pouvais casser l'ambiance. Au moins, je me suis dit, ça a permis de mettre les bases dans le sens... j'aime pas trop dire ça, je sais que c'est pas ça, mais c'est quand même quelque chose qui me définit. Et même si je veux pas me voir que comme en tant qu'incestée, mais c'est quand même quelque chose qui est entièrement à l'intérieur de moi, parce que en vrai toute ma vie est régie par ça quand même. Mon interaction avec les gens, le simple fait d'être dans la rue, d'être toujours en hyper vigilance, hyper concentration, tout. Donc en vrai c'est moi quand même, tu vois, c'est quand même quelque chose qui m'anime de toute façon. Et après comment j'ai réussi à en parler, je pense que c'était un peu un entraînement avant d'en parler à mes parents aussi. Donc je me disais, au moins on en parle. Je préférais en parler aussi par exemple avec des gens que je pouvais dater. Je préférais tout de suite le dire, même pas forcément mettre des mots dessus, mais au moins annoncer un peu la couleur pour juste pas me rendre compte que je vais être toute seule dans ce processus-là ou même juste voir si je peux avoir confiance. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un réagisse mal? Oh oui. oui. J'ai vu. Je vois pas comment on peut mal réagir. Parce que sur le coup, au début, la personne n'avait pas trop mal réagi, elle avait plutôt écouté. Et après, j'ai reçu un message en me disant tu sais, moi j'ai un peu peur en fait, parce que peut-être que
tu serais peut-être amené à me violer. Oui. Ah oui, d'accord. Que t'aies des gestes déplacés. Et puis bon, si je me projette, et puis je voudrais pas d'enfant avec toi parce que tu pourrais lui faire du mal aussi. Ah oui. Du coup, c'était... je pense que c'est à partir de cette situation-là où je me suis dit j'ai envie d'en parler à chaque fois parce que j'ai pas envie d'avoir ça au bout de quelques mois de relation avec quelqu'un et où je m'ouvre et qu'en fait finalement la personne, elle a ce genre de réaction-là. En effet, vu ce que tu me dis, oui, vaut mieux tâter le terrain avant, quoi. Plutôt qu'avoir de mauvaises surprises. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lien que tu as avec ton agresseur, sur est-ce que tu lui en as toujours voulu, est-ce que tu as toujours eu de la colère envers lui, comment ça s'est passé? Je suppose qu'en plus quand on est sous le même toit, ça doit être quand même assez complexe. Du coup, mon agresseur, c'est mon frère, enfin mon demi-frère, c'est le fils de mon père. Et j'ai été très très longtemps en lien avec lui, parce que du coup, ça fait à peine 1 an que je l'ai dit à mes parents. Donc il était là à tous mes anniversaires. Mon père voulait vraiment créer ce lien-là de frère-sœur. Il voulait qu'il soit là pour mes anniversaires, pour certains Noëls. Sur le coup, on va dire, j'avais pas l'impression que ce soit trop compliqué à gérer, mais c'était tout le temps l'après. Quand il était parti, c'était là où on va dire je décompensais un petit peu et j'étais très mal pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, je me suis dit je ne le veux plus à mes anniversaires en fait. Tu l'as dit à tes parents? Je l'ai dit à mes parents il y a 1 an et c'était pareil la veille de mon anniversaire parce que mon père insistait à ce qu'il soit là. Il demandait à ma mère mais pourquoi Chloé veut pas que son frère soit présent? Il a toujours été là à ses anniversaires, je comprends pas, vous me cachez quelque chose, parce qu'en fait ma mère était déjà au courant avant. Je l'avais dit un petit mois avant à ma mère, parce que j'avais envie et j'avais besoin d'elle pour l'annoncer à mon père, parce que j'avais surtout peur de sa réaction à lui, vu que c'était son fils et sa fille. Du coup, j'avais un peu peur de la réaction qu'il pouvait avoir, qu'ils disent par exemple « Oh non, c'est pas vrai », alors que c'est pas forcément ça qu'ils pensent, mais sur le coup, entendre ce genre de phrase-là, je me suis dit « Je préfère avoir quelqu'un qui est déjà au courant avec moi ». Et puis même, j'avais envie un peu de déléguer, parce que j'avais fait tellement d'efforts, que j'avais écrit une lettre à ma mère pour lui raconter, pour lui exprimer tout ce que j'avais sur le cœur. Je me suis dit, je vais essayer de demander à ma mère de lui dire, parce que pour moi, c'était trop compliqué. Et finalement, il a super bien réagi et j'ai pu ne pas continuer à avoir des contacts avec lui. Depuis que tu l'as annoncé à tes parents, tu ne l'as plus revu? Je ne l'ai plus revu. Je pense que le fait de l'avoir dit à tes parents, déjà, ça a dû te faire énormément de bien dans ton parcours. Oui, et puis sur la question si j'avais déjà été en colère, en fait, pour le moment, c'est très compliqué pour moi en ce moment, c'est très, très ambivalent, on va dire, parce que je pense que ce sera un peu comme ça toute ma vie, cette dualité-là où il y a des jours où je lui en veux énormément, il y a d'autres jours où je l'aime aussi quand même, parce qu'il a fait partie de ma famille, c'était mon frère. Enfin, j'ai parfois beaucoup de mal à lui en vouloir et à être en colère contre lui. Ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'il m'a brisée et qu'il a pris quelque chose qui était en moi à tout jamais, mais je peux pas dire que je suis en colère. J'y arrive pas. Ouais, d'accord. Tu as l'air assez catégorique quand tu le dis. Tu sais pertinemment que c'est une blessure dont tu guériras jamais. Alors peut-être que je guérirai, peut-être, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui manque en moi à tout jamais et où je vais essayer de refaire des fondations par-dessus en fait. De manière un peu imagée. Si par exemple tu as un problème au cerveau et que tu as une zone qui est endommagée, du coup tu vas faire des ponts tout autour et tu vas essayer de la consolider. Mais là, moi c'est un peu pareil. Je sais que j'ai perdu une enfance, une insouciance. Puis en fait, c'est que je me rends compte au fur et à mesure que je vois ma psychologue et même quand j'y pense, en fait c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe et moi-même parfois je suis juste une personne incestée. Suivant mes réactions avec les gens, suivant comment maintenant je suis avec les autres, comment je me comporte avec les autres, comment je pense, enfin... Tu penses que dans tes rapports aux autres, ça a brisé quelque chose au niveau de la confiance que tu peux avoir dans les gens? Oui, je fais très rarement confiance aux gens. En même temps, quand la confiance est rompue par quelqu'un de ta famille, quand t'es si petite. Puis c'est quelqu'un où tu disais c'est un adulte, parce que nous on a 10 ans de différence. J'étais sa petite sœur de 10 ans de moins. Et du coup oui, j'avais confiance en lui, je l'aimais et j'avais l'impression qu'il m'aimait en retour, parce que du coup j'avais l'impression que c'était comme ça que la personne donnait de l'amour à un enfant. T'avais pas d'autre frère ni sœur, donc... Et du coup, je me disais, c'est comme ça qu'il m'aime, parce que c'est ce qu'il me disait aussi. Il me disait, c'est un secret entre nous, ne le dis pas à papa, maman, parce que sinon j'aurais des problèmes. Donc, on comprend quand même d'un côté que c'est
pas normal. Ça doit être confus dans la tête d'un enfant. Ah oui, ça touche tellement à tout, toute ta personne, tout le lien familial, le lien que tu peux avoir avec tes parents même après. Enfin, ça a vraiment tout désorganisé en fait. Est-ce que tu en as voulu justement à tes parents de pas l'avoir vu sur le moment, quand ça se passait sous leur toit, quoi? Ça, non, je crois pas non plus. Là aussi, je suis un peu dans une période où je me pose pas mal de questions. Je leur en veux pas. Okay. Je sais qu'il y a eu une période où j'en voulais surtout, du coup, à mon frère. Et comme à ce moment-là, il était à l'armée, je rabattais un peu cette colère-là sur mon père. J'étais pas agréable avec lui. Une colère, J'avais une colère un petit peu, du coup, sous-jacente et même intérieure. Et c'est vrai que je lui répondais pas super bien. J'étais pas du tout agréable avec lui. Et maintenant, quand j'y pense, je me rends compte que c'était toute cette colère un peu intérieure que j'avais et que je rabattais sur mon père parce que c'était son père et que je pouvais pas faire autrement parce que mon agresseur il était pas là et c'était son fils donc voilà. Après contre ma mère, comme je sais que c'est des liens complètement différents, j'ai jamais, en tout cas pour le moment, ressenti de colère envers elle. Et après sur le fait qu'elle ait pas vu, pas entendu, je pense que c'est aussi, c'est intrafamilial dans le sens où c'est quelque chose qui est tellement tabou, tellement silencieux, on se rend pas compte que ça se passe chez soi en fait. Oui, parfois. C'est ça, tu peux même pas l'imaginer en fait. Exactement. Et puis on est dans une société patriarcale, donc il y a aussi le patriarcat qui rentre dedans. La femme qui peut être par exemple sous l'emprise de son mari, qui ne peut ne pas entendre parce que même elle est violentée, donc elle peut pas protéger son enfant non plus. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que je peux comprendre qu'elle n'ait pas le fait qu'elle ne l'ait pas vu. Surtout qu'en plus, quand tu lui as annoncé, elle a quand même très bien réagi, elle t'a tout de suite cru. Oui. Elle a toujours été, directement, elle t'a dit qu'elle allait t'accompagner dans tout ce que tu voudrais, dans tout ce que tu voudrais entreprendre. Oui. En vrai, oui, j'ai eu beaucoup de chance sur ça parce que je connais quelques personnes maintenant avec qui j'ai discuté où ça s'est pas du tout passé comme ça. Je fais partie d'un groupe de parole, ça s'appelle Les Survivantes, survivants.te Bordeaux. Et en fait, c'est un groupe de parole du coup avisé à parler sur l'inceste. Pour certaines personnes, en effet, ça s'est pas du tout bien passé. Au niveau de l'annonce, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui n'ont plus du tout de contact avec leur famille. Et qui du coup, là par contre, se retrouvent seules par rapport à ce processus-là parce qu'elles n'ont pas non plus leur famille, elles ont coupé les ponts. Et... Oui. Après, vaut peut-être mieux. Oui, totalement. Tant mieux du coup qu'il y ait des groupes de parole comme ça qui existent, ça peut permettre de trouver un soutien qu'on n'a pas dans la famille, quoi. Et est-ce que toi, dans ta vie d'adulte, ça a eu des répercussions parce que j'ai vu dans les chiffres, il y a beaucoup de conduites à risque après pour les adultes, que ce soit dépression, automutilation, troubles alimentaires, plus d'agressivité envers soi ou les autres. Oui. Est-ce que dans ta vie d'adulte, tu as eu des comportements à risque ? Oui, au tout début, quand j'ai compris ce qui s'était passé. Vers le lycée, du coup ? Oui, exactement. Okay. Lycée, début faculté, j'ai pris des risques. À ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'idées noires et des pensées suicidaires, sans jamais passage à l'acte. Mais comme j'étais incapable de me faire du mal, je cherchais à me faire du mal d'une autre manière, indirectement. Donc j'ai pu, par exemple, à ce moment-là, quand j'étais au début de fac, il y a eu beaucoup de manifestations parce que c'était au passage au Parcoursup. Ouais. Et du coup, j'ai fait partie de pas mal de manifestations sauvages. Et à ce moment-là, j'étais en début de cortège et je me suis déjà fait tabasser par des CRS. Et c'est à ce moment-là où je ressentais quelque chose de vivant. J'avais l'impression de vivre réellement parce que je ressentais des émotions, dans le sens des émotions fortes. Ça me permettait de me sentir utile aussi et vivante à un moment donné. Et après, en prise de risque, les plus typiques, on va dire, relations sexuelles non protégées, prise de drogue, oui... légère, mais... Parce que ça, c'est vachement revu dans les chiffres, addiction, mais sans alcool, plus, drogue. parce que j'ai vraiment un gros problème de perte... avec la perte de contrôle. Après, moi, il m'en faut beaucoup pour perdre le contrôle. C'est un petit peu pour ça. On n'a pas les mêmes souvenirs. Donc du coup, oui, sur les prises de risques, en fait, je pense que parfois, je pouvais être amenée à prendre encore plus de risques parce que comme j'ai du mal à lâcher prise, du coup, il m'en faut beaucoup. Donc beaucoup d'alcool. J'en ressentais même pas forcément le plaisir. C'est juste la sensation de lâcher prise. C'est juste un temps où je me disais « Ah, enfin, ça arrive !» Après 8 litres. 8 litres de chouf. 8 litres de pastis.
Non, mais c'est vrai que je l'avais vu dans les chiffres, c'était vraiment un truc qui revenait beaucoup. Ouais. Et puis les tentatives de suicide aussi. Oui, c'est énorme. Bien sûr, dépression, après, des choses qui nous suivent toute la vie, quoi. Donc, je crois que j'ai à peu près coché toutes les cases. Est-ce que tu penses que le fait d'en parler facilement et d'en avoir parlé assez vite à une spécialiste, ça t'a permis quand même d'être à peu près épargnée? Enfin, tu viens de dire que bien sûr ça t'est arrivé, mais t'as jamais sombré par exemple? Oui, en vrai, peut-être. Et puis je pense que je me suis raccrochée à l'école aussi, parce que j'aimais beaucoup étudier. Donc je me suis raccrochée à ça, puis après j'ai fait aussi un peu de théâtre. Donc je me suis raccrochée en fait à toutes les activités que je faisais à côté, parce que je faisais beaucoup de sport et beaucoup de musique. Et je passais mon temps là-bas en fait. J'essaye toujours parfois de m'occuper le plus possible pour le moins y penser. Dans ton quotidien aujourd'hui, c'est toujours très très présent? Un peu moins quand même, parce que là j'ai eu une période où j'ai été sous antidépresseur et ça m'a beaucoup inhibée dans mes émotions, ça m'a bien cassé la gueule. Ça a un peu canalisé toutes ces... Ça m'a bien... complètement. Ça m'a complètement inhibé mes émotions et tout ce que je pouvais ressentir. Donc pendant un temps, j'ai pu bien souffler parce que j'en avais trop dans la tête. Je ressentais trop de choses. Depuis que je les ai supprimées de mon quotidien, ça va mieux parce que j'arrive à mieux gérer mes émotions et je trouve que je suis moins en prise à avoir des grosses émotions, des pics un peu de grande tristesse qui peuvent arriver à certains moments de la journée si jamais j'ai été trigger par quelque chose ou autre. Mais c'est vrai que vraiment au tout début, j'ai un peu tout essayé. J'y pensais tellement qu'il fallait que je m'occupe tout le temps parce que dès que j'avais un moment de pause, ça me prenait tout de suite au cou et je pouvais quasiment plus respirer et c'était insoutenable. Et là, de moins en moins. Et puis même avec le suivi thérapeutique derrière, qui est beaucoup plus régulier maintenant. Donc, tu continues à être suivie Oui. Et puis je le fais de manière régulière. Parfois j'avais tendance à annuler des rendez-vous et à la voir qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. C'est dur. C'est difficile de s'y tenir. Et puis c'est un sacré budget. Mais je préfère le mettre là-dedans que par exemple, je sais pas, dans l'alcool ou dans des choses comme ça. D'un point de vue des démarches que tu as entreprises après avoir annoncé à tes parents ce qui t'était arrivé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors du coup, début février, j'avais contacté une avocate. Elle a fait tout le dossier pour le dépôt de plainte parce que c'était vraiment ce que je souhaitais faire parce qu'en fait cette personne-là, enfin en tout cas mon frère a 2 enfants, il a 2 petites filles, donc c'était pour moi quelque chose d'important de voir si c'était rien passé avec elle aussi, enfin plein de choses comme ça. Et puis même aussi pour moi, je pense que je ressens la nécessité de faire quelque chose juste pour moi. C'est pas forcément la prison que j'attends par exemple, c'est pas forcément une condamnation, c'est surtout le fait d'être reconnue en fait. Qu'on te croit officiellement de façon... Et pas uniquement que dans ma famille, j'aimerais bien élargir un peu ce cercle-là. Exactement, qu'il y ait justice qui se prononce en fait et que je sois reconnue du coup en tant que personne incestée par cette personne-là, quoi. Du coup là, le 9 février je crois, mon avocate a porté plainte auprès de la procureure de la République de Bordeaux. Mon avocate m'a dit que ça prenait pas mal de temps, donc j'attends. D'accord, c'est en cours. Exactement. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un procès Alors, sûr, ça je sais pas. Ça peut être classé sans suite, mais si jamais c'est classé sans suite, on peut, on va dire, obliger la procureure à ouvrir une enquête, mais là c'est payant. Et si jamais c'est pas classé sans suite et qu'on continue, du coup l'enquête va être ouverte et donc là ce sera les policiers qui vont entendre du coup l'agresseur, ma famille et moi. Et puis après, je rencontrerai aussi une expertise, une personne en tout cas qui est experte pour attester en fait que ce qui s'est passé dans mon enfance, déjà atteste que ça s'est réellement passé et elle atteste que j'ai bien été impactée par tout ça en fait. Et après cette expertise-là, il peut y avoir une confrontation avec l'agresseur. T'appréhendes ou... Non, en vrai, pas pour le moment. Ça va en vrai avec ça. Et puis après, il faut attendre un certain laps de temps et voir ce qu'il en suit, s'il y a du coup procès derrière ou non. Enfin... Et pourquoi ça pourrait être classé sans suite ? Ça peut arriver ? Oui, il y a malheureusement, il y a beaucoup de dépôts de plaintes de personnes incestées qui sont classées sans suite, faute de preuves. Attends, comment tu veux le prouver ? C'était il y a longtemps Ouais, il y a un très peu pourcentage de gens qui, on va dire, sont les chanceuses de... Ouais, mais toi, t'as la... Moi, j'ai la lettre. T'as les aveux, quoi. Donc, j'ai la lettre d'aveu. A priori, ça devrait le faire, quand même. Je pense que ça peut un petit peu avoir du poids, quand même. Les derniers points sur lesquels j'avais envie qu'on discute un petit peu, c'est toi, en tant que victime d'inceste, selon toi, aujourd'hui adulte, qu'est-ce qui aurait pu t'aider ou te protéger quand ça s'est passé, quand tu étais enfant ?
par exemple, dire aux parents ou aux frères et sœurs d'une fratrie, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Écouter leurs enfants. Les croire. Les croire. Leur montrer que c'est une place aussi à la parole et à la communication où ils peuvent dire de manière non censurée les choses. Ils n'ont pas à se sentir jugés ou des choses comme ça. Et puis après, tout de suite mettre parfois un suivi psy derrière, à être accompagné. Puis même pour la famille aussi à côté, les parents s'ils ont besoin. Enfin, en tout cas, agir, je pense, dès le début. Pas attendre, être un peu hésitant, pas croire l'enfant ou des choses comme ça. Prendre les choses en main au premier signaux, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que tu penses que poser la question frontalement à un enfant, ça peut fonctionner? Est-ce que tu penses que si ta mère, par exemple, t'avait posé la question, tu lui aurais dit ah bah oui, c'est arrivé? Alors, je pense que non. Moi, je lui aurais pas tout de suite dit que c'était arrivé parce que, ce qu'on te répète, c'est un secret entre nous, ne le dis pas, tu vas me mettre en danger si tu le dis à papa et maman, je risque des problèmes. Mais juste, si par exemple, on pouvait faire de la prévention ou même des... Dans les écoles, peut-être? Dans les écoles, ou même... un peu d'apprentissage à parler aussi à l'enfant pour savoir si juste est-ce que monsieur machin t'a déjà touché là ou est-ce qu'il a déjà eu des propos déplacés, enfin amener autrement que oui c'est sûr qu'une question crue en mode est-ce que on te fait ci, on te fait ça, c'est sûr que je pense que l'enfant il peut être braqué assez rapidement parce qu'il se rappelle de tout ce qu'on lui dit quand ça se passe. Mais peut-être un peu d'apprentissage de comment parler, comment s'adresser un peu à un enfant qui peut vivre des agressions sexuelles ou de la intrafamiliale, quoi. Puis même, par exemple, juste les professeurs à l'école, s'ils sont un peu plus à même de connaître certains signes, parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants incestés, ou même pas forcément incestés, mais en tout cas qui connaissent de la violence intrafamiliale, ça peut se voir assez rapidement parce que ça peut être des enfants très fatigués, ça peut être des enfants décrochage scolaire. Après, je sais que ça rentre dans plein d'autres cases, les décrochages scolaires, mais je sais qu'il y a beaucoup de signes qui peuvent s'apparenter à. Donc du coup, si tout le monde est un peu plus touché au sujet, ça pourrait être plus facile aussi à déceler, quoi. Et les personnes non concernées, comment elles peuvent être un soutien pour les personnes qui ont été victimes une fois adultes, quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, qui aimeraient aider, en tout cas qui aimeraient être un soutien. Tout de suite les croire, avancer à leur rythme. Parce que souvent, en fait, je pense que moi compris, parfois quand je vois une victime, je suis là, vas-y, fais ça, vite. Et en fait, on se rend pas compte que finalement la victime, elle a peut-être pas forcément besoin de ça sur le moment, peut-être qu'elle en aura besoin après, mais il faut pas perdre cet aplomb-là, mais écouter en fait la victime et dans le sens aller à son rythme, parce que je sais que moi par exemple, ma famille est très gentille, elle a voulu beaucoup tout de suite aller en justice et que moi j'avais besoin de temps après avoir annoncé tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai mis à peu près 1 an avant de voir une avocate et de porter plainte. Donc il m'a fallu beaucoup de temps et je sais que sur ce laps de temps-là, sur cette année-là, mes parents ont été beaucoup derrière moi à me dire t'en es où, faut faire attention parce qu'il y a prescription. Alors qu'en vrai j'ai le temps, mais c'est vrai que je pense qu'il faut aller au rythme de la victime. Bien sûr, pas vouloir prendre les décisions à sa place. C'est ça. Et sinon après, les écouter et puis les accompagner quand ils en ont besoin. Oui, même leur demander comment je peux t'aider éventuellement. Voilà, c'est ça. Juste poser la question, c'est peut-être le plus simple finalement. Exactement. Et est-ce que ça aide vraiment d'avoir des soutiens ou est-ce que ça sert pas à grand chose en vrai? Non, ça aide vraiment parce que, en tout cas intérieurement, moi je trouve que je me sens seule de manière quand même constante. J'ai un sentiment un peu de vide quand même. Quand il t'arrive quelque chose comme ça où c'est quand même tellement tabou, tellement mis sous silence, que même quand t'en parles autour de toi, il y a certaines personnes qui sont pas à même d'entendre. Ils veulent parler tout de suite d'autre chose. Enfin, ils sont là, non. En fait, j'ai fait un super bon gâteau au chocolat, tu veux goûter? Enfin, tu vois, genre j'entends, mais du coup c'est compliqué de... Non, moi j'entends. Non, mais à un moment... Ouais, mais c'est des réactions, on va dire, ordinaires. Parce que les gens, ils veulent pas entendre ce genre d'histoire. Les gens, déjà, ils sont là, dès qu'ils le voient à la télé, ils sont là, oh là là, c'est trop, si c'était dans ma famille, je pourrais pas. Puis juste, même parfois, à la télé, des féminicides ou autre chose, ils sont là, oh là là, c'est trop. Et même ça, ils ont du mal à l'entendre. Et quand on parle d'inceste, c'est pire. Quand on tombe sur des gens qui sont vraiment à l'écoute et qui veulent
et qui peuvent vraiment t'accompagner, en vrai, ça fait quand même beaucoup de bien. Ça permet un peu à certains moments, oui, de décharger. Tu sens comme tu te dis vraiment, ça me décharge. Ça te prend un peu de ton poids. Voilà. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, je culpabilisais beaucoup du coup de décharger parce que j'avais l'impression de rajouter beaucoup de poids sur les épaules des autres. Parce que du coup, j'avais ces réactions-là en face de moi en mode « c'est lourd et tout ». Du coup, après, quand je rentrais chez moi, je me disais « mais ça se trouve, j'en ai mis trop sur cette personne ». Maintenant, je me rends compte, en discutant avec la personne avec qui je vis, il faut pas que la personne qui accepte le fait qu'on se décharge sur eux ou qu'on se déleste un petit peu de quelque chose soit toute seule en tout cas. Il faut qu'elle soit aussi accompagnée, qu'elle puisse aussi elle-même parler avec d'autres gens, par exemple de la famille de la victime. Il faut pas que ça soit une personne et unique personne parce que sinon, en effet, là, elle aura trop de poids sur les épaules. Et c'est vrai que du coup, derrière, ça fait, enfin du moins, ça crée un peu un maillon et ça crée un peu quand même un groupe qui se lie et qui se noue et qui me permet, oui, de pouvoir un peu de me délester quand j'en ai besoin. Et après, voir sa psychologue. Ça me permet aussi de me délester. Au moins, je sais que j'ai zéro culpabilisation parce que c'est son travail. Elle sait qu'elle a des choses dures à entendre. Enfin, moi, au moins, quand je rentre chez moi, je sais que je culpabilise pas parce que elle sait déjà de quoi on va parler. Je me disais peut-être que dans les réactions inappropriées, c'est quand tu l'annonces aux gens, les gens qui sont hyper bouleversés, limite, ils sont plus affectés que toi quand tu leur annonces. Moi, j'en ai pas trop vu. Parfois, c'est... Vraiment, des réactions hyper dramatiques. Alors que bien sûr que c'est dramatique, très expressif, mais peut-être que t'as pas besoin non plus. Moi, pour ça, c'est pas des genres de choses qui me dérangent parce que chaque fois je me dis que je le dis à une nouvelle personne, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, tu peux faire des petits paris dans ta tête. Lançage de dés. Non, mais après, c'est vrai que c'est bien de savoir, nous, comment réagir, comment ne pas réagir. C'est pas forcément évident non plus. Et si on peut ne pas blesser, ne pas froisser, ne pas en rajouter une couche. Je pense aussi les personnes en face qui veulent aider et qui veulent vraiment être là et présentes. En vrai, ça prend beaucoup d'énergie et c'est très, très, très intense quand même. Je pense qu'il faut que la personne en face aussi, elle sache dire ses limites. Elle sache dire en mode là, ça va être un peu trop. Là, je pourrais pas parce que pour moi, c'est un petit peu compliqué aussi. Enfin, je pense que c'est aussi important que la personne en face, elle se donne pas corps et âme à la personne. Parce que je pense qu'en vrai, sans le vouloir, quand on discute avec des gens et qu'on dit qu'on a été incesté, on se met un peu en rapport de force dans le sens elle a vécu tellement pire que moi, donc je peux pas raconter ma vie parce que moi maintenant c'est du pipi de chat à côté ou des choses comme ça. Si la personne en face, elle commence à s'oublier, enfin... Oui. Non, puis c'est bien aussi de garder les conversations normales. Bien sûr. Que ça tourne pas uniquement autour de ça. Oui, totalement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager ? Je tiens un compte Instagram. Mais oui, c'est bien. Non, mais il faut en parler, c'est bien. Mais du coup, qui parle de bulldog français. Non, je rigole. C'est tout le sujet de la situation. Non, je tiens un compte Instagram, du coup, qui parle d'inceste. Dessus, je partage... des dessins, des textes. Si jamais des personnes veulent m'envoyer des messages privés pour partager aussi leur situation de vie, enfin leur témoignage, ils peuvent aussi. C'est quoi le nom de l'Insta ? Le bruit du silence. Ok, je le mettrai dans la description. Je te remercie beaucoup. Merci. Je mettrai toutes les infos, même pour le podcast dont tu as parlé, et peut-être une nuit, je mettrai la référence. Il existe un bouquin aussi. Ok. Et puis il existe aussi le bouquin de Dorothée Ducy, dont la préface, parce qu'il a été ressorti, parce que ça faisait des années qu'il n'était plus réédité. Et donc la préface, c'est la préface de Charlotte Pudowski du coup. D'accord, de celle qui fait le podcast. Exactement. Ok. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. Et surtout, si vous avez besoin de vous sentir moins seul, si vous êtes vous-même victime, n'hésitez pas à aller suivre la page Insta de Chloé, à lui envoyer votre témoignage. Vraiment, mille merci de l'avoir fait, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir des personnes qui osent parler de ce sujet, surtout publiquement. Donc, merci pour ça. Et j'espère que ça t'a plu. Oui. Trop cool. Bon, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bise. À chaque fois, je finis en disant bise, mais j'avais perdu mon outro.